Merci d'être sur le show aujourd'hui. Je suis vraiment excité parce que j'ai deux amis que je connais depuis très longtemps. Deux gars avec qui j'ai joué au foot, que ce soit dans les équipes d'étoiles ou dans les camps où on s'est côtoyés dans toutes sortes de training dans la sphère football. Dwayne John, comment tu vas? Ça va bien, toi, Étienne? Ça va bien, ça va bien. Danny Desrivaux? Enfin. Ouais, ça va. ça va. Hey, je suis content que vous soyez là pour vrai parce qu'il y a plein d'affaires que, d'un, je suis content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec le contexte actuel. Mais tu sais, d'avoir des boys avec qui j'ai grandi en jouant au foot, fait qu'on va avoir la chance de parler football, on va avoir la chance de parler de plein d'autres affaires aussi. Avant d'embarquer dans les sujets, je veux m'assurer que le monde qui écoute le podcast vous connaisse. Danny, tu as eu une carrière un petit peu plus publique. D'ailleurs, les gens peuvent te suivre à RDS présentement comme analyste football, utilisé à toutes sortes de sauces, mais on a joué ensemble aux Alouettes, on a gagné 2 Coupes Grey, on a gagné une ensemble à Toronto aussi. À l'université, on jouait contre. Dwayne, toi et moi, on s'est côtoyés, particulièrement au camp des Spartiates du Vieux. Peut-être je commencerai par toi, Dwayne, d'expliquer ton parcours au monde un peu par où tu es parti. Évidemment, tu jouais début aux Spartiates. Après ça, tu es allé au Rouge et Or. Parle-nous un peu de ton parcours. Exact. Donc, moi, dans le fond, j'ai commencé le football au niveau collégial avec les Spartiates du Vieux-Montréal. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Mon premier camp, je pense que tu y étais, tu étais comme en secondaire 3, quelque chose comme ça. Puis on t'invitait au camp des Spartiates. Marc Santerre, il était en mode séduction. Recrutement. Exactement. Il avait compris c'était qui Étienne Boulet dès son jeune âge. Donc, on s'est connus là pour la première fois. Ensuite, quand c'était le temps de l'équipe du Québec, on a fait ce camp-là ensemble, ouais. Là, je pense à 1 ou 2 reprises, assurément. Oui, puis vous deux, vous avez joué ensemble sur Team Canada à Atlanta. Ça se peut-tu? À Tampa Bay. À Tampa Bay. Exactement. À Tampa Bay. Oui. Donc, ça remonte à 2001, hein? 2000, mais dans 2000? le fond, je pense que c'était la dernière fois que le Super Bowl était à Tampa Bay avant jusqu'à cette année. Dimanche dernier. Là. Ah ouais, c'est vrai. Comment ça avait bien été? Vous êtes en finale, hein? Vous étiez rendu, ça se peut-tu? On avait perdu contre les États-Unis en finale. On avait manqué un converti. On est allé pour 2, on l'a manqué. Donc, on a perdu par 2 points, grosso modo. Okay. Puis après ça, tu es allé au Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, c'est là, comme je suis devenu receveur de passe rendu là. Hey, c'est-tu quoi? En faisant notre recherche, on en parlait juste avant que tu arrives, Danny puis moi, tu as switché, tu étais solide, DB. Pourquoi tu es allé... C'est-tu l'équipe, c'est-tu le Rouge et Or qui a décidé de te muter comme receveur de passe? C'est toi qui, stratégiquement, tu t'es dit, il y a plus de chances que je joue à cette position-là? Non, à vrai dire, j'ai fait ma première année. Donc, Pascal Masson, Mathieu Proulx sont tous là. Ouais. Et puis, il faut s'adapter dans la vie, puis j'aimais plus ou moins ça. OK. Donc là, j'ai eu l'idée de virer à receveur, sûrement en raison d'un coach que tu as connu à New Hampshire. Dans le processus, je voulais aller aux États-Unis, moi, quand j'étais au collégial. Et puis, par un bon matin, j'ai envoyé mes tapes sur le tard, grosso modo. Un bon matin, 7 h du matin, téléphone sonne. Un coach du New Hampshire qui m'appelle. C'est qui? Je me rappelle plus de son nom, mais il m'explique tout ça. D'un, il se demande pourquoi ça fait... Pourquoi si tard dans le processus, il y a eu mon tape. Ben ouais. J'explique que j'ai envoyé tard. Il dit, si tu l'avais envoyé avant, on t'aurait donné un scholarship. Je me tape dans l'oreiller à 7 h du matin. On aurait pu jouer ensemble à UNH, on aurait pu jouer ensemble, exactement. Donc, ce coach-là m'expliquait qu'il voulait me virer comme receveur de passe. Donc, lui, il voyait quelque chose que moi, comme j'ai dit, ça peut-tu être Chip Kelly? C'était pas Chip Kelly qui m'appelait, mais c'était dans les années de Chip Kelly, ben justement. Ouais, là. Donc, à ma 2e année, j'ai fait, s'il y a un coach américain qui trouvait que j'avais le talent pour jouer receveur, je vais aller essayer ça. Donc, au camp de printemps à Orlando, je m'en vais de l'autre côté du ballon, puis c'est un certain succès. Donc, j'ai décidé de rester à l'offensive comme ça. Sinon, probablement, peut-être que je serais revenu même à Montréal, je ne le sais pas. Là. On ne saura pas la suite de l'histoire, mais la suite de l'histoire reste que ça s'est bien fait. Donc, j'ai terminé ma carrière au Rouge et Or de l'Université Laval. Je suis devenu entraîneur. Oui, du jour au lendemain. Mais tu sais, d'une saison à l'autre, tu es devenu coach à Laval. Tout de suite, à la fin de ma dernière partie. Donc, on a perdu en demi-finale canadienne en 2007 à Halifax contre St. Mary's. On revient, puis avant même d'arriver au PEPS, Glenn me demande de descendre dans son bureau. Il m'offre une job. Il veut que je reste à Québec. Tu viens de perdre la game, puis déjà... Je viens de perdre la game, puis lui, il voulait s'assurer que je me fasse pas l'idée que je m'en allais à Montréal le lendemain. Il connaît Bébite aussi. Hein? C'est sûr qu'à la fin de la saison, tu as hâte de revenir à Montréal. Donc, je me ferai offrir la job, là. Ça a mis quand même un baume sur une plaie, là, j'imagine. Oui, assurément. Là, tout...
tout ce deuil-là du football, je ne l'ai jamais vécu en réalité, là, parce que je suis resté avec la même gang. Là. Hey, puis je veux qu'on parle du switch de joueur à coach. Puis là, tu te mets à coacher des joueurs du même âge ou des gars que mes amis. Des gars que tu as côtoyés. Mais juste avant, Danny, je veux faire ton petit round-up aussi. Toi, vous avez joué contre, tu as joué pour Vanier. Cheetah. Les Cheetahs de Vanier, tu allé étudier en anglais. Puis après ça, tu es parti à UConn, l'Université du Connecticut, transféré à Richmond, qui jouait contre UNH. On n'a jamais eu la chance de jouer un contre l'autre, mais on se voyait quand on revenait pendant les hivers. Je me souviens, j'ai des photos de nous autres avec des chemises bien trop grandes au Living, sur Saint-Laurent. Ces photos-là une autre époque. C'est une autre époque. Repêché par les Alouettes en 2007. 2006. On était recrues en même temps. Ben oui, faut que tu s'en rappelles. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais le jour qu'on s'est fait repêcher. Ah oui, on s'est appelé. On s'est parlé. Oui, c'est vrai. En fond, c'est toi qui m'as annoncé que j'avais été repêché par les Alouettes. Hein, attends une minute. Je te jure. Parce que cette journée-là, c'est une autre époque, là, le repêchage à la Ligue canadienne se c'était faisait sur l'Internet, man. Sur Internet. Il fallait que tu refreshes. Fallait que tu refreshes ton ordinateur, ton écran pour savoir c'est qui le prochain joueur qui a été repêché. C'est-tu moi qui te l'ai annoncé? T'avais sorti quand même tôt, parce que t'es un stud, t'es un bon joueur. Puis moi ça a été un peu plus long, fait que j'étais pas capable de supporter, de regarder mon ordinateur, puis l'anxiété, puis tout. Fait que je suis parti, je pense après le choix de 2e ronde, puis finalement, je suis revenu dans mon dorm room, puis finalement, je pense que j'ai ouvert mon ordinateur, puis ça devait être un espèce de messenger ou une espèce d'engin qu'on utilisait pour communiquer ICQ, ensemble sur ma ICQ, puis dans le fond, je me rappelle, tu m'avais envoyé un message, j'ai dit « Didi! C'est bien cool, on va jouer ensemble, t'as été repêché, les Alouettes. » Puis là, j'ouvre mon ordinateur, je clique, finalement, 6e ronde. Hey, c'est vrai, puis c'est quelques années après notre mouture qu'ils ont commencé à faire les shows live à TSN. Moi, c'est drôle parce que, écoute, on n'avait pas une scène à l'université, on louait une étable. C'était comme une étable on l'appelait The Barn. C'est une grange, en fait, pas une étable, mais c'est une grange qui avait été transformée en 2 appartes. Il y a l'appart comme spacieux en bas, puis il y a l'autre en haut où, dès que tu marches pas dans le milieu, t'as le toit comme ça, puis pour chauffer l'hiver, on y allait avec le four ouvert. Mais ceci dit, nous autres aussi, l'Internet, c'était pas haute vitesse. Puis c'était mon coéquipier Alan Tallman qui suivait, qui avait été refresh au meilleur moment que moi, qui est venu m'annoncer que je m'en allais aux Alouettes. C'était quand même... C'était pas... c'est différent. C'était pas aussi classe. Pas aussi glamour, comme on dit. C'est pas aussi glamour que ce qu'on pensait. T'as eu une super carrière aux Alouettes. On s'est rejoints, on a gagné des Coupes Grey ensemble. On s'est rejoints à Toronto. Ensuite de ça, toi aussi, t'es devenu coach. Exactement, directement, oui. Après ma carrière de joueur. Puis je savais, ma dernière année, que la prochaine étape pour moi, c'est prendre dans le coaching. On était coloc à Toronto, puis à chaque soir, t'avais un playbook, puis c'était pas nécessairement le playbook de Toronto, t'étais après bâtir, toi, ton playbook, parce que je voyais que t'avais déjà de la suite dans les idées là, de ce que tu voulais faire avec ça. Oui, c'était le plan pour moi, puis j'avais commencé même à parler aux entraîneurs, puis commencer à planifier, positionner mes pions un peu, puis commencer à envoyer des perches dans l'universitaire canadien ou même au cégep. J'avais rencontré des gens, donc je savais que pour moi, c'était le coaching. Donc, dès que j'ai annoncé ma retraite, on a gagné la Coupe Grey en 2012, mais là, je savais que je m'en allais dans le coaching. Puis là, t'es allé tout de suite au Carabin? Oui, j'ai commencé à travailler en janvier pour les Carabins. Fait que janvier 2013. C'était Danny qui était le coach avec à ce moment-là? Machocha, oui. Qu'est-ce que... Tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit une transition de joueur à coach. Tu sais, on a souvent tendance... Je me souviens, il y a le livre de Bill Walsh qui est en arrière, il disait, Bill Walsh qui est l'entraîneur... qui a reviré la franchise des 49ers, qui disait que lui, il refusait d'engager des anciens joueurs comme coach, justement à cause de l'enjeu des fois, c'est des gars qui ont joué. Fait qu'au niveau de l'autorité, c'est plus difficile. Comment tu as réussi, toi, Dwayne, de ce côté-là, à faire cette transition-là? Moi, c'est sûr que ça a été clair en partant. Avec Glenn, avec Justin, qu'il y a certaines personnes de mon unité que si jamais ça n'arrivait à être des frictions, c'était mes amis. Donc, je ne pouvais pas aller dire « je vais me mettre en position d'autorité avec ces gens-là ». Ben non. C'est des gens, il y a quelques semaines avant, je sortais avec eux, on faisait toutes nos folies ensemble. Donc ça a été clair depuis le début. Mais pour la majorité, ça, c'était des gars qui étaient à leur 5e année, leur 4e à la limite. Donc même les gars de 3e année, encore là, je n'étais pas un coach autoritaire. J'étais un player's coach, mais on savait qu'est-ce qu'on s'en venait faire, j'étais organisé. Puis ça allait quand même bien. C'était un groupe qui était le fun, que ça n'a pas été si compliqué que ça. Là. Tu te permettais-tu quand même, mettons, à la fin des games, l'année passée, après une game finie, tu vas sortir prendre une bière avec les gars, puis là, du jour au lendemain, tu deviens coach. Est-ce que tu te permettais quand même de faire ça? À l'université, c'est quand même plus une vibe pro qu'amateur.
c'était quoi ton approche par rapport à ça? Je me permettais pas d'aller prendre une bière avec les gars. Eux, après leur game, c'était leur game. Moi, je sortais, mais je me gardais quand même cette petite séparation-là. Je m'empêchais pas de sortir. Non. J'avais quand même certains de mes amis. J'avais d'autres de mes amis qui jouaient plus aussi. Mais, mettons, les plus jeunes, je n'étais pas à côté d'eux dans un bar. Ouais. Du fait, juste par notre différence d'âge, j'étais moins avec eux en partant, mais je m'assurais en plus. Mais il y en a, comme je dis, les gars de 5e année, je sortais quand même avec eux. C'était encore mes amis. Là, donc, cette distinction-là, elle a été plus facile à faire. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Parce que souvent, on a l'impression, tu as joué à un haut niveau, tu as joué pro, c'est sûr que tu connais la game, tu connais les skills, mais enseigner la game, puis la jouer, puis avoir, comme une approche pédagogue, c'est pas la même affaire. C'est quoi le number one skill que ça prend pour devenir un bon coach? Ben moi, je pense que c'est trouver la manière de connecter avec les joueurs que tu dois enseigner. Puis moi, j'ai réalisé rapidement, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, que le fait d'avoir joué professionnel, le fait d'avoir eu du succès, ça n'a aucun impact sur l'athlète. Si tu n'es pas capable de transférer quelque chose, si tu n'es pas capable d'avoir quelque chose à donner aux jeunes que tu encadres. Fait que pour moi, la chose la plus importante, c'était qu'est-ce que je leur donne? Qu'est-ce que je leur donne qui est transférable que eux sont capables d'utiliser? Donc, que ce soit le détail de qu'est-ce que je leur enseigne et les points techniques que je leur enseigne. Fait que pour moi, c'est toujours... Ils sont contrebalance de ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune dans une autre époque. Mais t'arrives-tu avec une certaine crédibilité? Tu as quand même gagné la Coupe Grey quelques semaines avant. Tout à fait, mais moi, je pense que ça pouvait pas être la chose avec laquelle tu rentres dans la salle de meeting. C'est comme la chose qui est en avant de toi. Hey, moi, je suis Danny Desrivaux, j'ai joué pour les Alouettes, tu dois m'écouter à cause de ça. Non, tu dois m'écouter à cause du détail que je te donne, puis tu vas valider par... pourquoi c'est valable, qu'est-ce que je te donne, parce que là, tu vas voir, OK, ben oui, il me dit ça parce que il a joué dans la Ligue canadienne, parce qu'il a côtoyé d'autres entraîneurs. Puis je pense que j'ai pu connecter avec eux autres rapidement. Puis tu sais, j'étais quand même relativement jeune, j'étais encore en forme. J'étais capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Tu peux aller t'entraîner dans le gym avec eux autres dans le gym. Je pouvais montrer les choses techniques que j'essaie de leur enseigner sur le terrain. J'ai pas été capable de faire ça longtemps parce que mon corps était scrap. Mais... Ah oui, je me souviens, 2012, tu avais des problèmes de tendon d'Achille. Exact, beaucoup. Ouais, c'était difficile. Là. Fait que la première année, je pense que le premier camp de printemps, j'ai amené mes souliers à crampons au camp de printemps. Puis c'est la dernière fois que j'ai... Après ça, c'était les pompes après. Après ça, c'était les souliers, les semelles, les bons souliers pour survivre aux entraînements. L'erreur de tout jeune coach, ça. Hey, mais tu sais, c'est quand même impressionnant parce que vous avez commencé votre carrière de coach directement à l'université dans 2 programmes powerhouse. T'sais, alors que ceux qui veulent devenir coach dans la vie, comme même aux États-Unis, ça se peut que tu finisses, mais tu commences comme graduate assistant. Autrement dit, tu es un peu la bitch de tout le reste du coaching staff. Vous autres, vous avez commencé, toi, tu as été quand même promu rapidement. Tu étais coach de position. Après ça, quand Justin Etier est parti, si je ne me trompe pas, c'était en 2011. Marco qui est venu 1 an, puis ensuite je suis devenu coordinateur offensif. Coordinateur offensif, ça a duré combien de temps? J'ai fait 1 an. Moi, j'ai compris que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Ah non, OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un moment où est-ce que j'avais une offre de revenir à Montréal, j'avais un emploi qui m'attendait. Quelques heures, minutes après, j'ai cette possibilité-là de devenir coordinateur offensif au Rougeur de l'Université Laval. Donc là, OK, il n'y a pas longtemps, j'ai appelé un de mes amis pour lui dire « On sort à soir, je reviens à Montréal. » Puis après, je me fais appeler, me fait offrir cette opportunité-là que je me dis « Ouais. » C'est quand même quelque chose que tu as l'impression que tu peux pas refuser, tu sais. Ben, c'est exactement ça. C'est quelque chose, je me dis, OK, si je la prends pas maintenant, cette offre-là, si je l'essaye pas, ben, je le saurai jamais d'une certaine manière. Donc, l'idée, comme tu dis, d'être des graduate assistant, que tu pars d'en bas, puis tu apprends, je suis comme, ben OK, mais j'étais quand même avec le Rougeur, je connais la culture, je connais tout ça. Puis là, je me dis, ben, je suis à l'endroit où est-ce que tout le monde souhaiterait être, puis là, d'une certaine manière, on m'offre cette opportunité-là parce qu'on croit en moi. Puis c'est Glenn Constantin, tu sais, comme qui est une solide tête de foot puis qui connaît le caractère du monde. Fait que tu te dis, ben si lui m'endosse, I'm good, tu sais. Ben exact. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai tout donné. Mais il y a un certain moment dans le processus que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire du restant de ma vie. Okay. Donc là, je reste là très longtemps pour finalement me réorienter. Je me dis, ben, tu sais quoi, je vais partir. Puis, donc, quand je suis parti, ça a parti d'une drôle de manière, mais reste que tout a bien continué pour le Rouge et Or. Et moi, justement, j'ai pu saisir une autre opportunité. Tu es allé où tu es encore maintenant aujourd'hui, au Nomade?
Oui, exactement. Donc là, je suis avec les nomades du Collège Montmorency. Je suis coordonnateur des sports là-bas. Ouais. Donc, tout va super bien de ce côté-là. Puis toi aussi, tu sais, toi, tu as coaché une couple de saisons avec les Carabins. Tu as fait quoi, 3 saisons, si je me trompe pas? 3 saisons, oui. Tu étais rendu aux unités spéciales? Ou ouais. Donc, j'ai fait une saison comme entraîneur des receveurs, un peu impliqué dans tout ce qui est développement physique. Je suis dans la salle de muscu, on coordonnait les entraînements, impliqué dans le recrutement comme tous les autres entraîneurs. Puis après ça, ma deuxième année, j'ai été promu à coordonnateur des unités spéciales. Donc, j'ai fait 2014-2015 comme coordonnateur. Puis un peu, c'est-tu un peu la même affaire qui s'est passée avec Dwayne, où tu sais, à un moment donné, tu t'es posé des questions puis tu as choisi de quitter? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision-là? Plusieurs choses pour moi. Moi, quand j'ai commencé entamer ma carrière de coaching, pour moi, c'était de viser les plus hauts sommets. T'sais, moi, je me disais, je m'investissais dans le coaching. C'était pour un jour peut-être aller au niveau professionnel, que ce soit dans les Canadiennes, que ce soit même dans la NFL. Mm-hmm. Puis quand j'ai commencé à coacher, ben, c'était moi et ma conjointe, c'était moi et Marie-Pierre Wright. Fait on était juste deux, puis je me disais, ben, je connaissais qu'est-ce que ça prenait pour aller loin dans le coaching. Il faut que tu sois prêt à déménager, il faut que tu sois prêt à aller prendre les opportunités pour avancer dans ce domaine-là. Puis je me disais, à ce stade-ci dans ma vie, ben, on est deux, on est tous capables de faire nos bagages puis aller peu importe où est-ce que la carrière nous amène. Puis finalement, 3 ans plus tard, on était 4. Ouais, c'est ça. Donc, on était 4 avec 2 enfants vraiment jeunes. Puis on sait tous que c'est demandant en termes de carrière. Puis je sentais que je commençais à être grugé d'énergie. Puis j'étais tiré un peu des deux côtés, là, la maison. Puis ma femme était toute seule avec les 2 enfants à la maison. Puis il y a aussi le fait que pour avancer dans le coaching, je me disais, est-ce que j'étais prêt à faire les mêmes choses que j'étais prêt à faire il y a 3 ans en termes de ramasser les enfants, les faire déménager, vivre 2 ans à une place, vivre 2 ans à une autre place. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Tu sais, à ce niveau-là, là, parce que c'est un dévouement, là, c'est pas juste comme c'est pas juste un 9 à 5. Comme, je pose la question, je la dirige un peu en même temps. Là, je vais me mouiller en premier, mais un des meilleurs coachs qu'on a eu, c'est, puis je parle pour moi, mais que tu as connu, je veux dire, Chris Jones. Chris Jones, il dort 4 heures par nuit. Il a un lit au bureau. Il est toujours là. C'est un super père puis un super mari, j'en suis certain, mais comme tu le sais qu'il ne voit pas sa famille, ou presque jamais, tu n'étais pas prêt à sacrifier ça, clairement. Là. Exactement. Puis tu ne sais pas comment ça va te frapper tant que tu ne deviens pas un père, tant que tu as des enfants. Il y en a, ils ont des enfants, puis ça leur dérange pas là, de passer la journée au bureau puis de ne pas voir ses enfants pendant des heures, des jours. Puis tes enfants grandissent puis tu les connais pas, dans le fond. Puis moi, je savais, dès que j'ai eu des enfants, que je voulais être un père, je voulais avoir une certaine vie familiale. Puis je voulais pas réaliser dans 15 ans que j'ai été un super bon coach puis je connais pas mes enfants. Ou bien de risquer que tu développes ta carrière de coach puis à 13-14 ans, tes ados d'enfants deviennent des personnes que tu n'es pas super content du résultat, puis tu te dis « Wow, je suis peut-être responsable de ça parce que j'ai pas été présent, puis je les ai pas éduqués, puis j'étais pas là pour aider ma conjointe à les élever. » Puis il y a peut-être quelque chose de paradoxal aussi dans le sens où, quand tu coaches amateur, tu n'es pas juste un coach. Tu deviens une espèce de figure paternelle aussi. Moi, je me souviens à UNH, j'étais coach Mac, qui est encore là d'ailleurs aujourd'hui, mais c'était un deuxième père. Puis mon père est extraordinaire, mais veut pas. Il était ici à Montréal pendant que moi j'étais là-bas. Celui que je côtoie tout le temps, c'est lui. Fait que c'est la figure d'autorité. C'est lui qui, c'est un tough love kind of guy. Fait que t'es pas juste comme chez les pros, un coach de foot. T'es un pédagogue, t'es un grand frère, t'es un ci, t'es un ça. Fait qu'il y aurait quelque chose de. Je peux comprendre ta logique de dire. J'aide plein de jeunes garçons à devenir des adultes, puis des citoyens, puis des gens responsables. Puis je suis pas à la maison en train de le faire avec les miens, comme je devrais. Puis en même temps, ça met beaucoup de pression sur Marie-Pierre. Tout à fait. Puis c'est ça le test ultime aussi. Quand tu es un jeune coach avec une conjointe, les premières années dans ton coaching, tu es en train de tâter le terrain. Do you have a coach's wife? Comme on dit. Ouais, c'est ça. You need a coach's wife. Tu as besoin d'une femme qui va supporter le fort et qui va passer beaucoup de temps à la maison. Puis au-delà de tout ça, même si tu es un coach's wife, toi là-dedans, comment tu te sens? Quel genre de père tu veux être? Quel genre d'homme de famille tu veux être? Puis ça veut pas dire que ma raison est la meilleure puis que je suis un meilleur père parce que moi j'ai dit je voulais pas faire souffrir ça à mes enfants, mais c'est important de prendre la décision pour soi-même. Puis de la prendre avec avec la personne avec qui tu partages ta vie. Dwayne, tu es rendu directeur des sports. On parle de l'horaire de
d'un coach, directeur des sports. J'ai lu un super bel article sur toi qui est sorti, je pense, au mois d'août dernier dans Le Soleil. T'as 50 coachs à ta charge, t'as plein de programmes à gérer. Je veux dire, ça doit pas être... la charge mentale puis la charge de travail doit être quand même exigeante. Assurément, il y a beaucoup de gens qui me regardent et me disent « Dwayne, quand est-ce que tu dors? » Ouais, c'est ça. Donc, cette implication nécessaire pour être un bon coach, le temps que tu as besoin de mettre, ben moi, je continue à le mettre à titre de responsable des sports. Là. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de temps. Un petit peu mieux équipé, si je peux le dire comme ça, justement, 50 entraîneurs. Je veux voir à plus de 250 étudiants athlètes, voir à leur bien-être, voir du côté académique de la chose, du côté sportif, comment on peut améliorer tout ça. Donc, assurément, c'est beaucoup de temps à mettre. Quand tu cherches à innover, quand tu veux t'assurer de donner toujours un petit peu plus, quand tu remets en question le statu quo, de se dire comment je peux faire mieux, automatiquement, c'est du temps. Automatiquement, tu veux regarder avec cette enveloppe d'argent-là, comment que je peux le maximiser. Automatiquement, c'est du temps. Si tu réfléchis, puis tu vires ça de tout bas, de tout côté pour dire comment je peux en donner un petit peu plus à tout ce monde-là pour que leur expérience soit plus le fun. Donc, moi, j'ai pris le coaching, puis j'ai pris cette éthique de travail-là que j'ai apprise pendant mes années avec le Rouge et Or. Puis pour moi, ça, c'est la norme. C'est ce que je dois faire dans n'importe quoi, dans n'importe quel autre emploi. Donc, le monde me regarde et me dit « Dwayne, t'as été bien formé, mais... » J'ai été bien formé. Puis des fois, je dis c'est une espèce de déformation professionnelle, le football. Tu t'investis tellement quand tu es un athlète que tu veux maximiser tout ce que ton corps est capable de faire. Toutes les two-a-days, ces affaires-là, pour nous, c'est une norme. C'est un passage obligé. Mais moi, ça n'a jamais arrêté, cette histoire-là. Des two-a-days, pour un coach, c'est plus tough que pour un joueur. C'est complètement malade. C'est pas la même affaire. Mais non, la pratique est finie. J'allais faire ma sieste quand je jouais, là, entre les deux pratiques. Après ça, tu peux pas. Le coach, il corrige. C'est fou, hein? On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas... écoute, moi, j'ai vécu... Écoute, c'est vraiment à plus petite échelle, mais tu sais, dans le temps où Bruno faisait son camp pendant la semaine de relâche des two-a-days, je détestais ça. Moi, premièrement, j'ai toujours aimé être invité comme coach, mais je vais venir épauler un coach qui roule déjà la drill, tu sais, puis je vais pick and choose de la façon que j'aide. Mais anyway, c'est pas de moi que je veux parler, mais quand j'ai lu dans l'article, c'était super intéressant aussi de t'entendre parler que quand tu es arrivé à Momo, c'était super important pour toi de ne pas prioriser ou avoir l'air d'avantager le programme de foot comparativement aux autres. Pourquoi? Ben, il y a quelque part là-dedans où est-ce que moi, je veux m'assurer, peu importe la discipline que tu joues, ton expérience soit maximale. Tu sais, c'est si court une carrière d'un étudiant athlète au niveau collégial. On parle de 2, 3, 4 ans, tout dépendant de sa progression académique. Et pour moi, je voulais pas que ça soit tous les yeux tournés vers le foot. Il y a un programme de basket incroyable à Montmorency là, qui me précède. Puis encore là, je voyais la dynamique où est-ce que on a 4 équipes de basket, 2 en division 1, 2 en division 2. Et puis, il y avait un certain débalancement. Puis ensuite, il y avait tous les autres sports où est-ce que ça performait bien encore. Puis moi, c'était une de mes valeurs, une des croyances que j'ai, c'est peu importe la discipline que tu fais, que tu pratiques, tu es passionné par ça, tu veux mettre du temps là-dedans, bien, comment qu'on s'organise que tu aies la plus belle expérience. Donc, je voulais m'assurer de ne pas arriver et d'avoir l'air de chouchouter le football. Que le monde de football, il me regardait et me disait comment ça se fait qu'on n'a pas plus? Parce qu'eux, ils en ont moins. Ouais, c'est ça. Donc, comment qu'on crée une certaine équité, je peux le dire ainsi. Puis, c'est pas de dire que le budget de football va égaler celui de cross-country. On le sait que ça ne peut pas fonctionner, ça. Ouais. Mais comment que tout le monde, à la fin, tire son épingle du jeu puis ait une super belle expérience, bien, ça, avec les années, avec l'équipe avec laquelle je travaille, bien, je pense qu'on a réussi. Puis, justement, il y en a qui s'en sont rendus compte là, pendant leur parcours. Puis, moi, une des choses qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'était justement une étudiante athlète de cross-country qui est venue me voir sur un gala, me dire « Hey, merci. » J'ai vu en 3 ans comment que le cross-country a pris plus de place. Là, j'étais comme « Parfait. Ouais, si on réussit. » là. Check. Vous êtes les deux impliqués dans la communauté avec tout ce qui se passe présentement par rapport aux enjeux de race, aux enjeux sociaux. T'sais, la première question, j'y pense depuis tantôt, il y a combien de directeurs des sports noirs au collégial présentement? 2. Steve Alexandre, qui est au Vieux-Montréal, et moi. Comment, quand tu es arrivé, ça a été quoi la... Tu sais, parce que t'as la fille de cross-country qui est venue te voir, tu as eu un impact sur la façon dont le sport puis le programme a été géré. Tu sais, clairement, je vous connais puis je vous vois aller les deux. Vous avez un impact qui va bien au-delà de juste
le pratico-pratique puis le théorique en termes de sport, sur le volet humain, inclusion est super important. Ça a été quoi un des premiers moves que tu as voulu faire? Parce que Danny, avant que tu arrives tantôt, me disait en dehors des ondes qu'il le voit dans la façon que les dernières années, la perception que les gens ont des nomades de Montmorency dans les communiqués de presse. Mais peut-être je vais te laisser le dire. Tu sais. Ouais, ce que je t'expliquais à Étienne, c'est que dans ton rôle, j'ai l'impression que ton empreinte commence à apparaître de plus en plus avec le Collège Montmorency, puis par les publications publiques. Tu sais, je vois le compte Facebook des nomades, puis des fois, c'est très facile de publier à titre personnel, puis de dire, tu sais, mes expressions puis mes pensées ne représentent pas celles de mon employeur ou de mon organisation, mais j'ai l'impression que c'est comme le Collège Montmorency par qu'est-ce qu'ils postent sur Facebook. Souvent, j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression que c'est Dwayne. J'ai l'impression que c'est Dwayne qui vient d'écrire ça, mais tu sais, ça dit pas Dwayne John, ça dit nomade, ça dit Collège Montmorency, puis pour moi, j'ai l'impression que... C'est toi le gestionnaire de la page Facebook? Peut-être que c'est toi. Assurément, je suis un des gestionnaires, oui, du compte des nomades. Peut-être que c'est toi, mais tu sais, j'ai l'impression que si je fais un retour 5, 6, 7, 8 ans au passé, je n'étais pas capable de faire cette remarque-là. Fait que ça doit aller à ton honneur que qu'est-ce que tu as en tête ou qu'est-ce qui semble être important pour toi, pour toutes les raisons qu'on connaît, ben, tu es capable de convaincre ton employeur et ton organisation qu'il mérite aussi de partager ces valeurs-là. Quand je reviens justement à toute la notion de l'expérience, pour moi, ça va au-delà du sport. Donc, quand on parle présentement de tout ce qui est justice sociale, ben, nous encore, c'est de dire comment ces étudiants athlètes-là qui rentrent comme adolescents, ils arrivent à 17 ans, puis comment ils vont quitter... C'est un âge fragile, tu sais. Assurément, tu sais. Puis comment ils vont sortir du collège, jeune homme, jeune femme, ben c'est au-delà de ce qui se passe à l'intérieur des lignes, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent apprendre en mathématiques, en philosophie, etc. Il y a une autre composante à ça. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je crois, c'est quelque chose... on a mis quelques projets en place, puis on va continuer à les faire. Mais c'est sûr que les médias sociaux, c'est notre vitrine. C'est la vitrine qu'on donne sur notre programme aux gens. Et je pense que c'est important pour un programme sportif comme le nôtre. On est à Laval, c'est la 3e plus grande ville au Québec. On est le plus gros cégep francophone. Si tu rentres au Collège Montmorency, des nationalités, en veux-tu, en v'là. Là. Ouais. Donc, en même temps, c'est de dire, ben, faut qu'on le voit. Il faut qu'on le voit dans ce qu'on peut montrer au monde. Et nous, présentement, c'est les médias sociaux. C'est notre compte Facebook, Twitter, Instagram. Ben, c'est de dire comment qu'on montre toute notre couleur, d'une certaine manière, en tant que programme. C'est au-delà des victoires, des défaites, c'est au-delà des mérites académiques. C'est également ce bout-là. Donc, oui, on fait l'effort. C'est un effort qui est intentionnel. C'est un effort où est-ce que ça fait partie de l'éducation qu'on fait à nos étudiants athlètes, de prendre le temps de faire ça, parce que sinon, où est-ce qu'ils vont l'apprendre? Ben nous, on a pris le taureau par les cornes, puis on a décidé on allait faire ça, et on le fait. Et justement, ça apporte cette ouverture sur le monde-là auprès de nos étudiants athlètes, qu'eux, ensuite, ils peuvent aller dans leur communauté, dans leur environnement, dans leur famille, et continuer cette discussion-là. Le contexte actuel, tu sais, puis on parle de coaching, toi, tu as fait partie du processus. L'an dernier, ça a été dit publiquement pour obtenir le poste de coach en chef au Carabin. Mais mon point, c'est le suivant, c'est que, tu sais, un directeur des sports, un coach, présentement, dans le contexte de la COVID, aussi dans le contexte de tous les enjeux, du stress. Tu sais, moi, je pense que, puis je suis déconnecté depuis longtemps de l'école, mais tu sais, ma mère a été enseignante. Je le vois avec mon beau-fils, avec les enfants, la pression puis le stress que ce confinement-là, puis la COVID, puis la situation, la pandémie met sur les élèves. Comment tu gères ça? Présentement, ça ressemble à quoi ton rôle? Nous, c'est de les accompagner. C'est d'être là, c'est d'aller, une fois de temps en temps, aller les questionner. C'est de faire en sorte que nos entraîneurs qui ont un contact plus direct et personnel avec les étudiants athlètes de leur équipe, ben, gardent ce contact-là. Et nous, encore là, des fois, c'est de rediriger. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, on s'en rend compte, on la dirige vers les personnes qui peuvent les ressources, exact. Donc, nous, on a un chapeau avec beaucoup de choses dessus, mais on n'est pas professionnel dans tout. On n'est pas les meilleurs dans tout, mais on est capable de faire le lien avec les différentes personnes qui sont disponibles dans notre collège ou à l'extérieur. Donc, c'est quand même juste de garder cette relation-là, de garder ce sentiment d'appartenance-là, où est-ce que les gens savent qu'on est là et qu'ils peuvent compter sur nous, même s'il n'y a pas de sport présentement.
les choses, on se compte pas de mentir, là, ça brasse beaucoup là, avec le mouvement Black Lives Matter. Ça a commencé, ça a commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle qu'il n'y a pas assez de représentation multiculturelle dans les médias. Entre autres, toute la situation de George Floyd, etc. Comment vous avez vécu ça, vous autres, de votre côté? Ben moi, évidemment, ça faisait des années que dans ma jeunesse, puis mettons les 20 dernières années de ma vie, là, que tu vis des choses, puis je pense que tu normalises, puis moi, je suis pas quelqu'un qui va chialer de la situation, mais je veux toujours faire penser que les choses sont normales, puis c'est juste des obstacles que je dois surmonter, puis je ne vais jamais laisser un incident par-ci par-là dicter est-ce que je suis capable d'avancer, puis ça ne va jamais être un obstacle. Mais quand l'incident de George Floyd est arrivé, on dirait que tous ces souvenirs-là sont revenus en moi. Ouais. Je me suis dit, mais je peux pas juste continuer à faire comme si c'était normal, puis de ne pas rien initier. Puis je pense que le fait, cette fois-ci, peut-être d'avoir des enfants, je me suis dit, ben check, moi j'ai des souvenirs quand j'avais 15, 16, 17 ans de certaines choses qui sont arrivées puis qui étaient inacceptables. Puis là, je suis presque plus de 20 ans plus tard, ces choses-là arrivent encore. Puis là, j'ai des enfants de bas âge, puis je suis comme, si les choses ne changent pas, ben peut-être que c'est mes enfants qui vont faire la même réalisation que les choses ne changent pas encore, puis ils n'ont pas encore changé, puis ils vont devoir vivre encore. Puis pour moi, c'est l'affaire la plus choquante. Puis je me suis dit, ben tu sais, faut être plus proactif, il faut essayer d'initier des choses, même s'ils ne sont pas parfaites, même s'ils ne sont pas les plus bien pensés, mais on ne peut pas juste ne rien faire. Parlant de tes enfants, il y a l'humoriste, c'est drôle, j'ai vu ça juste en fin de semaine, il y a l'humoriste Mike Baudouin qui est un blanc, qui sort avec une femme noire, qui disait en spectacle, il disait moi j'ai des enfants, moitié blanc, moitié noir. Puis là, vous les trouvez bien cute là, à leur âge, mais à 16-17 ans, quand ils vont marcher dans le quartier avec le hoodie, ben moi, je vais avoir peur pour eux autres si les choses ne changent pas. Puis j'ai trouvé l'image quand même puissante venant d'un homme blanc. Tu sais, toi, de ton côté, Dwayne, je sais que ça t'a pogné. On se connaît, je vois tes posts aussi. Je vois que tu revendiques bien des affaires. Explique-moi comment tu te sens face à tout ça. T'sais. Moi, c'est avec toutes les discussions. Il y a un bout là-dedans où est-ce que des fois, le monde me regarde, ils voient un homme noir, puis ils se disent « Ah, lui, il comprend tout, il va nous l'expliquer. » Puis la réponse, c'est non. Moi aussi, je m'éduque à travers tout ça où est-ce que moi, ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est que j'ai finalement pu avoir des mots qui expriment comment je me sens, comment que je pense, que je gardais pour moi. Donc, cette ouverture-là à discuter, cette ouverture-là à recevoir une tonne d'informations sur le sujet, ben pour moi, c'est venu me donner une certaine confiance de qui je suis réellement, puis qu'est-ce que je dois défendre, qu'est-ce que je suis prêt à défendre, parce que j'ai mon expérience qui est la mienne, mais que finalement, je suis comme capable de la verbaliser, à écouter des podcasts, à écouter des vidéos, à lire un livre. Ben, tout ça, ça me nourrit. Je m'éduque moi aussi de « OK, Dwayne, c'est pas normal. » C'est pas normal quand tu prends un emploi que tu te dis automatiquement « OK, tu vas devoir travailler 2 fois plus fort. » Non, ça devrait pas être ça. Non, c'est ça. Ça devrait pas être la norme, mais tu sais quoi? C'est ça pour un paquet de monde. Puis là, c'est de dire, ben, comment qu'on change ça? La notion que Danny apporte des enfants, moi, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, tantôt, quand mon fils, il va me regarder, puis il va arriver à un âge où est-ce que je vais avoir une discussion plate avec lui, ben, puis il va me dire, Dwayne, papa, qu'est-ce que tu as fait pour aider à changer ça? C'est impossible que je dise j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là que je me dis, OK, il faut faire quelque chose, puis oui, les discussions, puis une discussion, ça doit mener à une action. Ben, je suis content que tu dises ça parce que c'est ma prochaine question, puis on s'en est déjà parlé, Danny, puis on revendique avec raison. On est fâché. Puis je m'implique là-dedans aussi parce que je le dis depuis le début, mais comme le changement va devoir s'opérer à travers les Blancs, on va se dire les vraies affaires, là, comme, fait que ça va prendre des alliés, si on veut, mais à partir du moment où on reconnaît, comme je pense pas que quelqu'un peut faire semblant qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça serait niaiseux, même si à un certain niveau, le gouvernement est encore dans ça, c'est une autre paire de manches, on en reparlera un petit peu plus tard, mais comme what's next, on en parle, on est d'accord, comme enough. Les choses doivent changer. Comment que ça se transpose en changement? Comment qu'on l'opère, le changement? Ça commence par un dialogue, OK, fine, on l'a, on continue de le faire. Ça serait quoi une des premières actions ou un des premiers moves qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Une
la manière que tu le dis, puis je l'ai entendu, puis c'est comme rough à entendre, mais tant que nous autres, puis on va se dire les vraies choses, là. Le racisme, c'est un problème de blanc. T'sais, si tu le prends de cet angle-là, puis de dire, OK, c'est pas de la faute des Noirs ou de toute personne de couleur que le racisme existe, puis tu le regardes en te disant, c'est un problème de blanc, ben à la base, c'est votre problème, c'est à vous de le régler. Comment que vous le réglez? Ben, ensemble. Mm-hmm. D'avoir cette discussion-là, de comprendre comment je me sens, que quand je te l'explique, faut pas que tu remettes en question qu'est-ce que je suis en train de te dire. Mm-hmm. Donc, cette prise de conscience-là de la majorité, d'une certaine manière, pour moi, c'est la première étape. De la même manière que moi, j'ai ouvert des livres, de la même manière que j'ai pesé sur Play, sur YouTube, ben ça, il faut que ça s'opère à plus grande échelle. Moi, que je le fasse, fine. Je ne suis pas celui tout seul qui peut résoudre le problème. Donc, ça prend beaucoup de monde qui ont besoin de le faire. Ça prend beaucoup de monde qui... Tu sais, Fabrice Ville, il a fait quelque chose qui s'appelle « Briser le code », un documentaire génial, 53 minutes, gratuit. Moi, on l'a pris, puis on a fait un visionnement collectif avec les nomades. On était 150 à l'écouter en même temps sur une plateforme Zoom, puis on a fait un travail de réflexion individuelle par la suite. À travers les 150 personnes qui sont là, la grande majorité, c'est des personnes blanches. Là. OK. Donc, penses-tu qu'en termes de démographie, là, de stats de gens qui l'ont regardé, là, at large, qu'il y a plus de blancs ou de noirs qui ont regardé ça? Tu sais, c'est parce que ça me parle ce que tu dis par rapport à... c'est un problème de blancs. Mais les blancs, plusieurs, ne sont pas prêts à l'admettre, en commençant par le top. Puis, comment tu veux régler un problème si tu n'admets pas qu'il y a un problème? Tu sais, moi, à la limite, au même titre que les problèmes de consommation que j'ai eus, je veux dire, si je suis dans le déni, puis je fais l'autruche, que j'ai pas de problème, je veux dire, je ne réglerai pas mon problème de consommation. Fait que ça, je trouve ça dommage, parce que je trouve que des fois, c'est des... On veut pas admettre quelque chose parce qu'on a peur que ce soit un suicide politique. Donc, tu es plus axé vers ta carrière politique que ton succès politique que de régler une plaie ouverte. Puis, tu sais, Dwayne, tu dis que c'est un problème de blanc, mais c'est un problème de blanc que les blancs n'en souffrent pas. T'sais. Fait que tant que, si on dit que tu as un problème mais que tu n'en souffres pas, ben à quelle vitesse tu vas régler ce problème-là? C'est Phil Femiou qui était ici sur le show qui avait dit ça. Puis je posais une question qui était similaire, puis il me disait, tu sais, François Legault, c'est normal qu'il ne trouve pas qu'il y a un problème. C'est un homme un blanc, riche, puissant, qui n'a jamais vécu, lui, de racisme. Tu sais, fait qu'on... Puis à la limite, tu sais, moi, je suis un homme blanc, puis parce que je me tiens avec toutes sortes de gens qui viennent issus de toutes sortes de cultures, j'en ai été témoin, mais tu sais, avec vraiment des petites parcelles ici et là. Fait que moi, quand tout ça a sauté, je me suis même questionné à savoir comme, mais c'est-tu si pire que ça, le racisme au Québec? T'sais? Puis c'est pas de la mauvaise intention, c'est de l'ignorance parce que je ne gère pas, mais tu as raison. Le problème nous appartient, mais il ne nous affecte pas. Donc, c'est normal de croire... Ben, c'est pas normal, je ne pas vouloir dire que c'est correct, mais c'est là que ça devient touché par rapport à la gestion de la suite. Mm-hmm. Parce que, tu sais, pour moi, il y a une composante d'éducation, il y a une composante d'expérience. Tu sais, parce que moi, je pense que tout ce que toi, tu es en termes d'ouverture d'esprit, puis de traiter tout le monde, pareil, ça vient beaucoup de tes expériences. C'est à quel point, tôt dans ta vie, tu as été confronté à des gens de différentes cultures, de différentes couleurs de peau. Puis, ces expériences font en sorte que tu traites les choses de différentes manières. Fait que certainement ça, mais aussi, c'est comme tu dis, là, tant que les gens qui sont racistes ou qui ont des préjugés vont pas traiter la souffrance de quelqu'un qui ne leur ressemble pas comme si c'était la souffrance de ton frère ou de quelqu'un qui te ressemble, ben, il n'y aura pas d'impact parce qu'il n'y aura pas d'urgence de corriger le tout. Tu sais. Puis moi, je me rappelle quand, faire un parallèle à mettons, la violence vers les femmes ou tout ce qui est d'ordre de matière sexiste. Puis je me rappelle quand j'étais au collège de Tente, on avait eu un mini-incident où est-ce que les joueurs s'étaient vraiment mal comportés envers les cheerleaders, je pense, dans ce temps-là. Un incident à la cafétéria, puis j'aurais dit, écoutez, les gars, ces filles-là, là, ça aurait pu être la sœur d'un de vos collègues. Mm-hmm. Un jour, vous allez avoir des enfants, puis ça se peut que vous ayez des filles.
pensez donc à comment vous sentiriez si cette fille-là à qui on a mal adressé la parole, ou on a fait, c'était votre fille, puis il y a beaucoup de gars, tu t'as vu dans leur... Ça s'était vraiment rapproché d'eux autres rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que quand la souffrance d'un noir va être vue aux yeux d'un blanc comme si c'était la souffrance d'un blanc, mais j'ai l'impression que ça va se rapprocher rapidement. Puis là, il y a des gens qui vont réaliser que oui, il faut changer ça, c'est inacceptable, mais on n'est pas encore rendu là. T'es impliqué, en fait, tu es à la barre depuis quelques semaines de capsule web qui s'appelle Les mots justes, où tu m'as invité d'ailleurs, mais où tu t'entretiens justement sur les... où tu as des conversations qui sont difficiles, qui sont franches. Parle-moi de ce processus-là, puis en quoi ça s'applique avec ce qu'on vit présentement. Ben, pour moi, c'était quelque chose d'important de faire. C'est spécialement après qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd. Puis moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Puis j'avais attendu très longtemps avant de trouver la manière parfaite de le faire. Puis à un moment donné, tu te dis, tu continues à attendre, puis ça ne va jamais se faire. Fait que grâce à l'opportunité de la presse avec Jean-François Tremblay, on a été inspiré des choses qui se font aux États-Unis en termes des discussions, des dialogues. Puis, on est d'accord qu'il faut en parler, il faut forcer les gens à prendre des prises de conscience. Puis, pour moi, c'est juste une belle opportunité de parler. Puis, peut-être que mon ton est un petit peu différent. Je ne suis pas quelqu'un qui est extrémiste d'un côté ou de l'extrémiste de l'autre côté. J'essaie de voir les deux côtés de la chose. J'aime ça. Que les gens puissent comprendre les deux côtés de la médaille. Puis, moi, je pense que comme premier invité, tu étais excellent parce que moi, je voulais faire ressortir que de l'injustice ou le sentiment de se sentir différent dans un monde comme toi qui étais un demi de coin blanc ou un joueur de football blanc qui a dû performer dans le football dans une position qui est majoritairement noire. Ben, si quelqu'un avait un problème et qui était un peu... offusqué par ton parcours et les choses que tu avais dû surmonter, ben, tu dois être sensible à la situation aussi des Noirs qui semblent vivre ou avoir une différence à vivre dans un monde qui est un peu prédestiné aux Blancs. T'sais. Mais je me questionne des fois j'ai grandi à Antique, Montréal-Nord. Fait que moi, les gens de d'autres cultures, comme je prenais probablement ma marche en poussette puis j'en côtoyais, alors que des gens que je connais qui, eux autres, ont croisé leur premier noir au secondaire. Fait que j'ai pas tant de mérite dans le sens où c'est arrivé naturellement, mais puis aussi le point où on s'identifie à quelqu'un. Tu l'as dit, je jouais demi de coin. À un moment donné, quand t'es demi de coin, t'es au secondaire, tu veux jouer pro, tu regardes en dehors du collège Jean-Eudes qui était comme principalement blanc, tu regardes dans la NFL, tu fais comme il y en a pas beaucoup des comme moi. Puis il y en avait un, c'était Jason Sehorn. Puis je connaissais rien de Jason Sehorn, mais je m'identifiais à lui. Fait que je peux pas m'imaginer d'ouvrir la télé puis de voir personne comme moi, jamais. Comme ça va faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction? Ou? Je pense que oui. Je pense que justement ces discussions-là, puis cette reconnaissance-là, puis que justement, il y ait des personnes blanches qui le disent, je pense que ça facilite la compréhension pour beaucoup d'autres par la suite. Sinon, c'est des personnes issues de la diversité qui chialent. Pour moi, la ligne est un peu là. Quand on a des alliés, puis c'est de là qu'on parle, on parle de racisme, on commence à parler beaucoup plus d'antiracisme, on commence à parler d'alliés. Mm-hmm. Donc, je pense que cette facette-là est importante. Donc, comment dire? Il va falloir que tout le monde embarque là-dedans d'une certaine manière. Moi, c'est dans l'ensemble, c'est dans le vivre ensemble. Puis les nouvelles générations sont-tu plus allumées? Il y a de plus en plus de couples multiculturels. Je trouve que j'ai l'impression, puis peut-être que je pense juste au milieu urbain de Montréal parce que c'est là que je suis le plus exposé. Mais comme j'ai l'impression que nos jeunes sont cool, puis qu'ils acceptent plus, puis j'ai envie de croire, puis peut-être que c'est encore moi de mon piédestal, puis de gars blanc qui est déconnecté. Mais j'ai comme l'impression que nos jeunes sont plus avancés que nous, on l'était. Toi, t'es encore plus dans les corridors avec eux autres que moi, là, mais... Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Les régions, puis les régions plus métropolitaines, où est-ce que justement la diversité existe. Mais oui, je pense cette jeunesse-là, c'est elle qui va nous mener vers qu'est-ce qu'on veut devenir. T'sais. Puis des fois, je le dis, puis encore là, je vais dire de manière crue, là,
je ne m'attends pas que l'homme blanc de 60 ans qui est au pouvoir, ça soit cette personne-là qui entame le changement. Ouais, c'est ça. Je m'attends à ce que ça soit la jeunesse. Ceux qui se disent, non, moi, je m'en vais dans le monde, là, puis je suis en train de m'éduquer, puis je vois c'est quoi la vie, puis tout ce phénomène de mondialisation-là, que rapidement, tu peux parler avec quelqu'un en Chine de même. Ouais. Ben, je pense que c'est ce type de personne-là, cette jeunesse-là, qui va faire en sorte que, tu sais quoi, nous, on décide que c'est une priorité, ça. Parce que pour d'autres, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Donc, cette jeunesse-là est plus allumée, mais encore là, c'est dans l'éducation. Il y a des petites affaires ici et là, il y a des éléments où est-ce que tu le vis pas à cause que toi, ça te touche pas, puis tu te rends pas compte. C'est toute là la nature des biens inconscients, on s'en rend juste pas compte. Moi, il y a des affaires que je me rendais pas compte, puis là, je suis comme, non, c'est pas normal. Puis maintenant, je le dis. Mm-hmm. C'est chose que je faisais pas peut-être il y a 2 ans. Parce qu'encore là, je prends le temps, je me dis, non, c'est pas normal, ça. Puis comment qu'on peut défaire ça, c'est pas en le gardant avec nous-mêmes. Ouais. À un moment donné, c'est de le dire, puis l'autre personne t'entend, le comprend, le reconnaît, puis ben, je ferai plus ça, je dirai plus ça, je vais agir autrement. Pas par mauvaise foi que la personne le fait, juste les choses sont devenues normalisées, que ça devrait pas être ça. Ouais. Ben moi, tu sais, plus que jamais, là, à cause de tout ce qui s'est passé puis à quel point ça a été médiatisé, je pense que de moins en moins, on va avoir des gens qui ont la pensée qui est « c'est pas parce que ça m'affecte pas que j'en parle pas, puis je fais comme si c'était pas important. » Fait que de plus en plus, on va avoir ça, puis je pense que c'est juste quelque chose qui peut faire les choses avancer dans la bonne direction. T'sais. Même si ton enfant il est blanc, puis peut-être qu'il il va jamais se faire arrêter injustement ou sans raison par la police, ben ça veut pas dire que tu en parles pas, puis ça veut pas dire que tu en fais pas mention, puis que tu lui crées une sensibilité au fait que ça peut arriver à quelqu'un que tu connais, puis que oui, ça existe, puis oui, c'est présent. T'sais. Ça a été tout ça. Nous, ça a créé un dialogue ici avec les enfants, particulièrement avec Aiden, mon beau-fils qui a 12 ans maintenant, mais tu sais, sa petite sœur Anna a 6 ans, son parrain, c'est Alex Doré, que vous connaissez, haïtien, d'origine haïtienne. Puis ça a été vraiment touché quand, tu sais, parce que veut pas, il regarde la télé, puis il voit que ça brasse, puis d'essayer d'y expliquer, il y a des gens qui n'aiment pas d'autres mondes, sans les connaître, juste à cause de la couleur de peau, ils ne comprenaient pas le concept. C'était quasiment comme si je racontais une joke, tu sais. Fait que de notre côté, nous, ça nous a créé des belles discussions. Il y a, je ne sais pas si vous allez vouloir répondre à ça, puis ça vous appartient, pour pire, on l'enlèvera au montage, mais tu sais, dans la même lignée de ce qui fait réagir par rapport aux races, il y a le mot en haine dans l'enseignement. Vous êtes 2 personnes, tu sais, toi, tu es ultra pédagogue, toi, tu es dans le monde de l'enseignement par la bande. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? C'est quoi la... Puis je réalise que vous ne parlez pas pour tout le monde, parce que même à travers mon cercle d'amis afrodescendants, t'en as qui disent qu'il faut être capable de pouvoir enseigner ces trucs-là pour pouvoir passer à travers. T'en as d'autres qui disent que c'est offensif. Tu sais, comme on dirait que je me questionne. Je veux pas être à la place des décideurs présentement par rapport à la suite des choses, par rapport à l'enseignement. Je trouve ça délicat. Puis comment qu'on peut faire pour gérer ça présentement pour que tout le monde soit respecté dans le processus puis qu'on continue d'enseigner ce qui doit être enseigné? Moi, là-dedans, il y a... Puis, tu sais, je suis pas un gars de sémantique, là, mais il y a quelque chose où est-ce qu'on entend tout le temps, on va faire le débat. Puis moi, dans le débat, j'entends battre, donc j'entends gagner mon point. Avant de faire un débat sur quelque chose, il faut discuter, il faut être capable de prendre les lentilles de l'autre et de se placer à sa place pour dire pourquoi cette personne-là, elle se sent comme ça. Puis moi, c'est comme là où on se rend pas, on dirait. Il faudrait faire un pas en arrière, là. Tu sais, quand on veut venir traiter de ça, là, je crois pas qu'il y a une bonne réponse. Je pense, par contre, qu'il y a peut-être des gens qu'il faudrait qu'ils reculent d'un pas et qu'ils se disent, tu sais quoi, je vais vraiment essayer de me placer dans la peau de l'autre. Qui se dit, moi, je crois à la liberté académique pour telle raison, ou moi, la liberté académique, elle a des limites, puis je pense qu'on ne devrait pas dire le mot en haine. Il faut être capable d'aller se placer de l'autre côté, d'avoir cette discussion-là, puis ensuite, si on a besoin de débattre, bien, on débattra rendu là. Mais présentement, j'ai l'impression que c'est du monde qui sont campés dans leur position, puis qui se disent, moi, je crois à quelque chose, puis il faut que ça soit ça.
À cause, ça a toujours été. Ouais. La société évolue sur un paquet d'éléments. Il y a des mots qu'on disait à l'époque qu'on ne dit pas aujourd'hui, puis ça ne dérange pas. Mais là, il y a quelque chose, puis il y a une problématique à se dire comment ça se fait que il y a des personnes qui nous disent ce mot-là, je ne l'aime pas, ça me fait mal, puis c'est pas juste une personne. Ben non, c'est ça. Puis ils vont regarder quelqu'un d'autre qui ressemble, puis ils se disent ben moi, dans ce contexte-là, c'est quoi, pour moi, c'est correct. OK, fine. Moi, je suis un peu à cheval sur tout ça, personnellement. Ouais. Je comprends la nature historique de la chose. Je comprends surtout que dans cette nature historique-là, là, c'était rien de positif. Ben non. Puis c'est là que je me pose la question, puis que je me dis, est-ce qu'on est capable de faire l'enseignement sans utiliser ce mot-là? Je pense que la réponse, c'est oui. Donc, à partir de là, pour moi, c'est là que c'est devenu plus simple de se dire, bien, si l'idée, c'est une liberté académique, c'est d'enseigner quelque chose à une certaine époque, je suis persuadé qu'il y a des gens qui réussissent à faire cet enseignement-là sans utiliser le mot. Mm-hmm. L'enseignement n'est pas moins bon. On passe à travers le cursus scolaire. Donc, il y a où la problématique? C'est la volonté de vouloir l'utiliser. Pourquoi? Puis, je n'ai pas trouvé la personne qui m'a donné cette réponse-là encore. Mis à part, c'est notre liberté académique. Mais encore, il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même position que toi qui réussit à enseigner la même chose sans utiliser ce mot-là. Si une personne peut le faire, on peut tout le faire. C'est ce que je pense. J'imagine que Ben, tu sais, moi, c'est sûr que ce mot-là, pour moi, c'est un mot qui est une arme à discussion massive. Là, quand ce mot-là me dérange, puis je pense que s'il y a la seule place où est-ce que je peux considérer que on essaie de penser puis de trouver des moyens de l'utiliser ou pas l'utiliser, c'est dans une sphère académique. À l'extérieur de ça, c'est un mot que je ne veux même pas entendre à la blague, je ne veux même pas entendre en une énoncé, un parallèle d'énoncé, peu importe, une expression, une vieille expression. Je préférais qu'on fasse sans ce mot-là. Mais je comprends les gens de débattre sur la plateforme académique, que ce soit les titres de livres, les titres de films, puis comme Dwayne il dit, est-ce qu'il y a moyen de faire cet enseignement-là puis de ne pas perdre ces titres-là en enlevant ce mot-là? J'aimerais ça que oui, parce que je pense que ce mot-là a juste des connotations négatives, puis il n'y a rien de positif dans ce mot-là. Puis moi, même si je l'entends en expression à la blague, c'est un mot qui me dérange. C'est un mot qui dérange, puis c'est un mot qui est utilisé pour faire mal, puis qui a souvent été utilisé pour faire mal. Puis tu sais, à la limite, je trouve que présentement, sachant tous les enjeux qu'il y a, puis à quel point il faut, tu sais, comme rattraper une certaine période où on a stallé, ça serait peut-être le temps d'être oversensitive about this que pas assez, puis d'avoir le hard line, tu sais. Fait que je vous entends, puis ça me... J'étais un peu la... Tu sais, moi, ce mot-là, je l'utilise pas, tu sais, puis... Mais en même temps, de mes lunettes de blanc, je me dis, ben, c'est un mot which is wrong, qui a été utilisé dans un livre qui a été écrit à une autre époque. Ce livre-là fait partie de... Tu sais, comme... Mais t'as raison, il y a moyen d'apprendre sur le projet d'écriture sans avoir à le dire, sans avoir à le lire, sans avoir à... C'est touché, puis c'est un peu ça que je trouve qui est délicat présentement parce que on est dans une période où on dirait que tout saute en même temps. Tu sais, comme on revendique tout en même temps, which is good. C'est comme on appuie sur le bouton reset, mais en même temps, je trouve qu'il y a tellement de choses que là, par où commencer? Tu sais, puis c'est un peu ça, selon vous. Ça serait quoi c'est quoi la première affaire? Tu sais, c'est sûr que facilement, tu te dis, bon, mais ça prend plus de gens de d'autres cultures dans des positions de pouvoir. Tu sais, comme toi, t'en es, je trouve, un bel exemple. On a eu des beaux exemples, d'ailleurs, récemment, tu sais, avec les Buccaneers de Tampa Bay. Le staff de Bruce Arians, si tu regardes le staff bord en bord, tous ces entraîneurs adjoints sont soit afrodescendants ou ce sont des femmes. Puis ils ont gagné le Super Bowl. T'as-tu besoin d'une autre... Tu sais, comme... T'as-tu besoin d'une autre preuve que you can win? Tu sais, comme... Ça change rien. Au contraire, ça peut aider, tu sais. Fait que... C'est quoi la première étape que tu ferais? Si c'était simple, on l'aurait fait. Ah ouais, c'est ça. c'est vraiment ça, là. Donc, mais la première étape, moi, comme je dis, c'est cette conscience sociale, tu sais. Puis, tu sais, on parlait de liberté académique il y a 2 secondes. Puis, moi, c'est un peu qu'est-ce qui... Comment dire? Ça m'a étonné, ça me fâche de se dire ici au Québec, là, on a amené ça à la liberté académique avec le mot en N en cause de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa.
Mais dans tous les mois avant, depuis George Floyd au Québec, là, c'était pas si fort toute la notion de dire OK, comment qu'on fait l'inclusion, comment qu'on traite de la situation ici au Québec. Ça a été relevé drôlement plus à partir du mot en haine. Ouais. Parce qu'encore là, il y a une majorité qui s'est dit non, il faut préserver quelque chose. Non, mais avant, ça ne vous tentait pas de jaser du vrai problème. Ouais. Donc, ça, on le retrouve dans nos institutions, là, nos institutions académiques. Je me demande, il y a en réalité combien d'institutions postsecondaires là, qui avaient un plan en lien avec l'équité, la diversité, l'inclusion avant le mot en haine. Mm-hmm. Rendu au mot en haine, on parle de liberté académique. OK, on va traiter de tout ça aussi. Non. C'était là, on ne se l'adressait pas, mais là, justement, comme tu dis, on met tout ça ensemble. Un peu le choix. La même affaire un peu dans les médias, mais tu sais, c'est une bonne chose. Moi, tu sais, Danny, je suis le premier heureux de te voir à la télé, à RDS, commenter le foot. Par contre, on sait que c'est un processus qui avait commencé quand même avant la COVID, mais on a besoin de plus de... Puis, tu sais, on dirait que j'ai de la misère avec le mot diversité. On dirait que j'essaie de ne pas le dire depuis tantôt parce que je trouve même pas que c'est diversité. C'est juste d'avoir un portrait qui est représentatif de quand tu te promènes dans la rue. Tu sais, c'est un peu ça, là, la réalité. Puis, tu sais, vous êtes deux blacks, mais tu sais, c'est la même chose pour les Arabes, les Asiatiques, peu importe. Tu sais, les femmes, je parlais avec Mélanie Ménard, avec qui j'anime à la radio, qui me disait, tu sais, comme, Étienne, parle-moi d'une comédienne passée 50, 60 ans qui obtient plein de rôles. Comme, il n'y en a pas. Ils vont reprendre... Tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi à revendiquer. Pensez-vous que le fait qu'on a joué au foot, entre autres, tu sais, que le sport fait en sorte qu'on voit au-delà du background, que ce soit la classe sociale, que, tu sais, comme, moi, j'ai l'impression que oui, là. Tu sais, je me souviens de... Tu sais, je recroise des amis de l'université, je garde contact avec des gens avec qui je suis allé à Kent qui viennent de toutes sortes de sphères différentes. Puis c'est juste un coéquipier, comme on s'en fout de ton background. Y a-tu une différence entre les sportifs et les gens qui n'ont pas fait ça? T'sais? Moi, je pense que oui. Puis surtout dans la discipline que nous, on a œuvré, le football. Le football, je l'ai tout le temps dit, c'est une micro-société. C'est le respect d'abord. On travaille sur un projet commun qui est plus gros que nous. On est 70, 80, 100, dépendant des équipes. Puis, dans bon nombre d'équipes, on ne se ressemble pas tous. Notre maison n'est pas de la même grosseur. Notre background est différent. Notre shape. Mm-hmm. Tout est différent. Ah ouais, on est trois quand même, on va se dire. Là, on est 3 joueurs un petit peu plus petits gabarits. Mais il y avait un rôle pour nous autres dans cette équipe-là. On avait un rôle, on avait notre place. Puis on comprenait le rôle de l'autre, qui n'était pas comme nous. Mm-hmm. Puis même celui qui était le receveur à côté de moi, ça se peut qu'il n'était pas pareil comme moi, qu'il n'avait pas le même background, mais on avait la même visée. Mm-hmm. Puis on savait qu'on avait besoin l'un de l'autre pour se rendre là. Donc, le sport, assurément, pour moi, c'est quelque chose qui nous éduque à comprendre ça. De se dire, peu importe nos différences, là, on veut la même chose. T'sais, on va travailler ensemble vers un but commun. Puis oui, je pense que les sportifs sont outillés dans un certain nombre de sports. Je dirais pas tous les sports. Ouais, c'est ça. Dans un certain nombre de sports, puis vraiment le football, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que ça pour faire comprendre ça. Mm-hmm. Puis comme tu dis, c'est quand tu sors de là, il y a dans certaines équipes, puis j'ai entendu des histoires, là, que peut-être même que toi, tu l'as vécu aux États-Unis, que sur le terrain, on était une équipe, puis à l'extérieur, peut-être qu'on l'était déjà plus. Mm-hmm. Parce que la société demandait cette séparation-là. C'est spécial. C'est fou. Mais je me souviens juste, j'étais allé en Louisiane avec Adley Dufourmonis. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Adley. J'avais joué avec lui à Jean Heard, ça a été mon coloc après. Puis Adley est d'origine haïtienne. Puis on s'en va en voyage, 2 boys, man, en Nouvelle-Orléans. On se promène sur la rue, on se fait checker là, comme si c'est une amitié improbable. 2 espèces de martiens. Là. J'aurais été un martien, je te jure, on m'aurait moins regardé. C'est comme si ça se pouvait pas, puis on a fait comme, damn, la game, on pense qu'ici, il y a des bouts rough, là, à Montréal-Nord, RDP, peu importe. T'arrives dans le fin fond de la Louisiane, me dire une affaire, là, c'est pas, la game a changé là aussi. Fait que c'était un drôle
Colin, que c'est weird, hein? Mais t'as raison, je l'ai entendu parler de ça, que sur le terrain, c'est une unité, puis en dehors, ben, chacun de leur bord. On va changer de registre, là, parce que je pense que, tu sais, l'important, c'est d'avoir le dialogue. Je pense pas qu'on va trouver une réponse, mais je pense que ça va peut-être en allumer quelques-uns. Mais parlons football un peu. Il n'y a pas eu de saison de CFL cette année. Personnellement, je suis inquiet pour le futur de cette ligue-là. Vous voyez ça comment, vous autres, le foot de la CFL? Là? Parce que, tu sais, on dirait que le portrait, la façon de consommer le sport aussi a changé dans les dernières années. C'est quoi la suite pour le foot au Canada? Ben moi, il y a quelques semaines, je t'aurais dit, j'étais très optimiste. Je me disais qu'il n'y avait aucune chance que la Ligue canadienne fasse 2 saisons sans football, considérant que la NFL a joué, le hockey trouve moins de jouer, le baseball a joué. Puis là, plus le temps avance, plus je commence à... On dirait qu'il y a un pourcentage de chances qui ferait en sorte qu'il n'y ait peut-être pas de football de la Ligue canadienne pour une deuxième année. On dirait qu'il n'y a pas de plan. Puis exactement, il n'y a pas de plan. Fait que ça, c'est très inquiétant. Puis je pense qu'il n'y a personne qui demande à la Ligue canadienne de sortir un plan qui est un plan blindé, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être adapté. Soyez prêts à avoir un plan A, B, C, D, des plans de contingence par rapport à ce qui est permis de faire quand le football va commencer. Bien, ils ne sont pas prêts à faire ça. Puis on dirait que ça dort au gaz encore une fois cette année. Tu sais. Ça ne vient pas aider l'espèce de perception qu'on a de la Ligue. Tu sais, je trouve ça triste. Vous autres, la gestion des sports amateurs, il va toujours en avoir. Tu sais. C'est important pour la vie étudiante, c'est important pour l'intégration, l'adaptation de plein d'élèves. Mais tu vois ça comment pour la suite? Est-ce que le foot universitaire, comme what's next? Je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement hors de nos mains. Puis en même temps, dans malheureusement, il y a heureusement, parce que tout le volet de la santé, cette pandémie-là, c'est au-delà du sport, c'est au-delà de bien des choses. Nous, notre responsabilité, c'est d'avoir un plan. Puis on a travaillé sur un plan à l'automne dernier, même pendant l'été, le printemps, pour l'automne qu'on n'a pas eu. Présentement, on est en train de travailler pour le prochain automne, et c'est de se préparer. Mais encore là, c'est de se préparer à différentes éventualités. Là, présentement, on a des bonnes nouvelles qui semblent vouloir s'annoncer pour un certain retour de l'activité physique, qui est inévitable. On va passer par là. Puis après, quand est-ce qu'on va y arriver? On ne le sait pas, mais au moins, c'est de se préparer, c'est de garder ces étudiants athlètes-là actifs comme on peut. C'est de faire les étapes au fur et à mesure qu'on peut les faire pour faire en sorte que dès qu'on peut revenir, on est sur le terrain. On est sur le terrain dans la capacité qui nous est permise. Mais, excuse-moi, mais vous, dans les cégeps, est-ce que vous êtes rendu à un point où est-ce que vous êtes capable de quantifier l'impact de l'inactivité? Est-ce que vous êtes capable de voir, est-ce que vous commencez à recevoir des notes, des élèves qui ont coulé des cours, qui sont rendus inéligibles, des joueurs qui étaient supposés arriver au cégep, qui finalement, on va jamais les voir à cause qu'ils n'ont pas pu continuer leur développement? On n'est pas là capable de le faire. C'est sûr qu'on a pu regarder la réussite académique de l'automne, donc la session dernière qui s'est terminée. À ma grande surprise, relativement stable. Donc, on a assurément des étudiants athlètes qui n'ont pas cheminé du tout. Donc, eux, ils ont abandonné leur cours, ce qui n'est pas la majorité. On a un certain nombre qui ont réussi au même niveau. On a quelques-uns qui ont mieux réussi. Ah, OK. Donc, je pense encore là, ça revient à l'individualité des gens, de savoir que soudainement, j'ai plus d'heures à mettre pour mes études. Et tu sais quoi, ils se sont concentrés là. Mm-hmm. Mais assurément, ça a eu un impact. T'sais, on le voit dans le moral des troupes. On a très bons étudiantes, athlètes qui n'ont pas réussi. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, c'est comme... Ouf. Mais tu sais, on le sait, on a tous connu du monde qui ont essayé de jouer pro, qui sont peut-être pas rendus, mais qui, à cause de cette quête-là, sont passés par le cégep, ont eu une motivation supplémentaire. Puis ne serait-ce que, même sans vouloir jouer pro, tu sais, avoir hâte d'aller à l'école parce que quand la cloche sonne, à 2h30, 3h, ben, tu t'en vas rejoindre la gang, puis tu mets ton équipement, puis tu sais, comme ça, il n'y a plus ça. Le contexte de... Hey, tu sais, moi, j'étais déjà TDAH un peu, puis tu sais, difficulté à me concentrer. Maintenant, d'avoir à le faire dans des Zooms, tu sais, comme même des Zooms de job, là. C'est mortel. je l'ai pas. Puis là, après ça, il faut que je monte puis que je dise aux grands, hey, concentre-toi. Quel cordonnier m'a chaussé, man, je l'ai pas en tête. C'est difficile ce qu'on leur demande, mais
T'as raison, je pense que ça passe par un plan, puis ça passe par la communication aussi. Je reçois beaucoup de messages de jeunes, puis peut-être qu'on va rapper la conversation là-dessus, puis je vais vouloir que vous pluguiez aussi vos actualités puis vos trucs, mais qu'est-ce que... Il y a des jeunes qui nous écoutent là, qui se demandent qu'est-ce que je fais là, de mon temps? C'est quoi le truc ou le conseil que vous auriez à donner à quelqu'un? Assurément, c'est de pas avoir décroché mentalement pour moi. Il y a un bout là-dedans où est-ce que on tente d'être créatif comme on peut. Et moi, personnellement, puis je le dis à mon équipe, là, l'entraînement sur Zoom, là, je pense que ça a fait son temps. Depuis le 12 mars dernier, on a comme viré vers là. Puis tous les gens à qui je demande, là, c'est tough. C'est difficile pour les jeunes et c'est tout à fait normal. Ce contact inhumain-là, personne n'est habitué à ça. Mais je pense, l'idée, c'est de dire, c'est dans ta tête, tu ne peux pas avoir décroché. Tu ne peux pas te dire, plus jamais je vais faire de sport. Donc, c'est de dire, trouve ton plaisir dans d'autres petites choses en attendant. Prends pas 100 livres à cause de la COVID. La COVID a le dos large. Là. Pas comme nous autres après la retraite. C'est ça, exactement. Nous autres, on a tous pris un petit peu. On est tous moins actifs. Puis à la limite, j'écoutais un documentaire, justement, il n'y a pas très longtemps, de la gymnaste Simone Biles. Puis qui disait que c'était la première fois... C'est une machine. C'est une machine de guerre, là. C'est la première fois à cause de la COVID qu'elle a eu 7 semaines de pause de gymnastique dans sa vie. Mais ça y a fait extrêmement bien, puis elle était en train de piquer pour Tokyo. Donc moi, c'est un peu là, c'est de dire, elle a pris une petite pause, mais à un moment donné, elle a pu s'entraîner comme qu'elle pouvait, puis elle a des installations, puis des choses différentes aux États-Unis, mais pour nous, ici au Québec, c'est de dire, dans ta tête, tu peux pas avoir abandonné, là. Ça peut peut-être acheter une longévité supplémentaire. Un repos qu'on donne pas souvent à notre corps quand on est actif. C'est de reprendre, puis de reprendre de manière progressive. Quand les joueurs de basket vont pouvoir commencer, là, qu'on n'aille pas faire des lignes de lay-up puis en faire 48 de suite. Non, il y a des choses à faire avec notre corps. Mais tu sais, moi, je suis d'avis que c'est peut-être un peu plus difficile là, pour les jeunes qui vivent ça présentement, là, mais dans l'adversité, souvent, il y a une opportunité. Fait que tout le monde vit la même chose. C'est indéniable qu'un jour, ça va revenir. Fait que qu'est-ce que tu vas avoir fait avec le nouveau temps lousse que tu vas avoir? Oui, tu ne peux pas te développer peut-être physiquement comme tu t'es développé dans le passé, mais il y a plein d'autres sphères de ton développement athlétique que tu peux faire, puis peut-être que c'est above the shoulders. Développement psychologique, développement performance, concentration. Puis, c'est un exercice autant pour les athlètes qui ne peuvent pas performer que pour le personnel d'encadrement, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les parents qui encadrent ces jeunes-là. C'est de trouver d'autres moyens pour aider au cheminement qui sont non traditionnels. Oui, c'est plus difficile, mais il y a une opportunité. Puis, c'est un qui peu fait à en la même sorte place. que quand ça va revenir à la norme, ben, il y en a qui vont s'être améliorés. C'est eux autres qui vont sortir les meilleurs de qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Oui, c'est quelque chose que je dis souvent, surtout par rapport au mindset. Tu as raison. La même situation vécue par deux personnes différentes va donner deux conclusions différentes. Donc, on a quand même de la pogne sur ton approche, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Et tu as raison aussi quand tu dis que dans chaque situation d'inconfort comme ça, il y a une opportunité cachée, il faut que tu la saisisses. Puis, à la limite, moi, de mon côté, là, j'ai envie de dire aux gens que c'est normal de ne pas filer comme une journée ou deux. Tu sais, comme même moi, je me considère comme quelqu'un qui est assez bien outillé, assez privilégié. Puis, tu sais, j'ai de la job, je travaille, ma gang est en santé. Puis, même moi, j'ai des journées où j'ai l'impression que j'étouffe. Tu sais, comme je pense que c'est normal de se permettre de filer comme ça, mais après ça, de switcher le mood, puis tu sais, comme, OK, être dans l'action, puis faire quelque chose. Mais c'est important, puis t'as raison. Je pense qu'à un moment donné, on va finir par passer à travers, ou à tout le moins, il y a peut-être des choses qui vont avoir changé à jamais, mais le sport va revenir. On va vouloir, à un moment donné, après avoir géré de façon peut-être plus défensive cette pandémie-là, vouloir peut-être être proactif au niveau de la... Tu sais, on va vouloir une société en santé. Puis société en santé, ça passe par le sport, par l'activité physique. Il va falloir qu'on les félicite, nos jeunes, puis qu'on leur redonne une motivation supplémentaire. En terminant, je voudrais... Tu sais, Danny, toi, tu as les mots justes avec la presse.
On peut te voir à RDS aussi commenter le foot. As-tu d'autres où on peut te voir à part de ça? Ben, j'essaie toujours de développer. Il n'y a pas eu que du négatif là, pour moi en 2020, puis ça m'a ouvert les yeux sur une autre sphère de ma vie qui est l'opportunité média. Puis moi, je pense que depuis que je suis un jeune adulte, là, d'être un exemple positif pour ma communauté puis pour la société, c'est quelque chose d'important pour moi. Fait que c'est de continuer de trouver des façons d'être positif, des façons d'être un exemple positif pour les gens autour de moi, puis de mentorer, puis de motiver les gens autour de moi, c'est quelque chose d'important. Fait que je vais toujours continuer à chercher des projets là, pour essayer de travailler dans cette direction-là. Mm-hmm. Dwayne, de ton bord? Moi, quelques projets personnels que j'avais en tête depuis longtemps, que justement, quand tu parlais d'opportunités avec la pandémie, ben c'est un peu ça l'a arrêté. Donc, mes semaines à 80 heures par semaine à travailler pour mon collège, j'ai décidé que j'allais en faire 40, un travail normal. Donc, je saisis cette opportunité-là d'une certaine manière pour dire, ben le reste des heures, je vais les mettre sur des projets personnels. Donc, des choses qui s'en viennent bientôt, que je travaille pendant les prochaines semaines. Par la suite, avec le travail, ben, c'est tout le temps de voir comment on peut améliorer, comment on peut mieux faire les choses pour nos étudiants athlètes pour justement, à la reprise, ben, qu'il y ait l'impression qu'on n'est pas à la même place. Mm-hmm. On a fait un pas en avant, même si on n'a pas joué, puis qu'on a quelque chose de mieux à offrir quand même. Good. J'aime ça. Merci les boys. Merci, merci pour votre franchise, votre authenticité aussi. J'imagine que des fois, vous devez être écœurés d'en entendre parler aussi. Là, chaque fois que vous avez un ami blanc, c'est de ça qu'on parle. Mais c'est important quand même, puis ce dialogue-là. Puis bref, je salue votre drive, puis vous reviendrez. Ah oui? Merci à toi. All right, ciao. Merci pour l'invitation. Salut.